Oui, ce que nous allons vous présenter, en fait, c'est un travail commun, mais on va le présenter séparément, en tout cas de manière dissociée, et on espère que donc les convergences vont vous apparaître. Ça fait en fait, c'est depuis les années 2000 qu'on travaille ensemble, moi en tant donc que philosophe et Philippe Bazin donc en tant que photographe, et donc en associant ce que j'appelle une philosophie de terrain à ce qu'il appelle une photographie documentaire critique. Et évidemment, une philosophie de terrain, ça paraît être un oxymore, puisque la philosophie semble être au contraire quelque chose qui devrait être dans les nuages, et le terrain quelque chose qui nous ramène au contraire au sol. Et je voudrais montrer à quel point la philosophie a besoin du terrain, à quel point le fait qu'elle s'en soit dissociée a pu finalement la pervertir, la dégrader et finalement la conduire aussi à des conditions de décadence dont on perçoit aussi les effets dans le contemporain, mais à quel point aussi le terrain a besoin de la philosophie. C'est-à-dire, pour moi, il est essentiel aussi de dire que la question justement de l'anthropologie que tu as abordée, de la sociologie, est indissociable aussi d'une réflexion philosophique et que les deux se nourrissent en fait mutuellement. Donc de la même manière qu'il y a en quelque sorte une nourriture mutuelle entre les différentes disciplines du champ intellectuel, de la même manière, il doit y avoir aussi une mutualité véritablement entre ce qu'on appelle le champ intellectuel et ce qu'on appelle le champ artistique, sachant que les deux procèdent d'une dimension intellectuelle. Et ça nous conduit effectivement à interroger cette dimension du rapport à l'intellect, de ce qu'on entend par là. Et ce que je vais tenter de montrer justement à travers cette question de l'entretien, c'est que l'intellect, Dieu merci, n'est pas l'apanage des intellectuels et que même un certain nombre d'intellectuels n'ont pas spécifiquement de qualité de l'intellect. Donc je crois que ce sera très important aussi de se rendre compte de ces dimensions-là. Et c'est pourquoi j'ai absolument adoré le titre que Vanessa Brito a donné à cet ensemble, à savoir « Rencontre indisciplinée ». Je pense que nous pouvons vraiment prendre le terme dans toute sa polysémie et j'espère bien qu'il le sera. Voilà. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, nous travaillons ensemble et nous publions ensemble. On a publié et on ne publie pas seulement ensemble, on publie aussi séparément, comme vous le voyez. Et on a publié en fait en 2012 un ouvrage qui s'intitule « Le milieu de nulle part ». Et cet ouvrage-là, en fait, a été en tout cas conçu dans des centres d'hébergement et de rétention de réfugiés en Pologne. Nous avons fait le travail en fait en 2008, il n'a pu être publié qu'en 2012, mais il était précisément destiné en 2008, c'est-à-dire un an après l'arrivée au pouvoir d'une droite violente et xénophobe, à tenter justement par notre travail de terrain aussi de montrer les apories, la violence et surtout l'absurdité de ce type de politique dont actuellement nous sommes en 2017, nous voyons les effets de très long terme et dont nous n'avons pas fini de voir les effets destructeurs. C'est précisément parce que ces effets sont destructeurs que nous devons construire de la pensée pour les affronter. Et je pense que c'est justement dans cette perspective-là aussi que nous avons à travailler. Alors, pour ce que je vous présente aujourd'hui, étant donné que j'ai tout dit dans le bouquin, du coup, j'ai pas du tout l'intention de répéter mon bouquin, ce qui pour moi, en fait, serait relativement je sais pas, peu excitant. Mais j'ai préféré, en fait, faire un texte plutôt qui met à distance mon propre travail et le faire en interrogeant ce dont Vanessa m'a, en quelque sorte, passé la commande, c'est-à-dire en interrogeant une politique de l'entretien. Voilà. Donc, et cette politique de l'entretien, j'ai tenté de l'interroger, même si, évidemment, c'est à partir de mon expérience, mais cette expérience est relatée dans le bouquin, et j'ai préféré l'interroger à partir d'une dimension un peu plus historique et l'ancrer dans un contexte un peu plus général. Voilà. Donc c'est là-dessus que je vais démarrer maintenant. Et ensuite, je passerai la parole à Philippe, qui, lui, présentera précisément le rapport à l'image, mais à une image réflexive, puisque dans le couple que nous formons, je n'ai pas non plus l'apanage de l'intellect.
Ça s'intitule « Une politique de l'entretien ». Une politique signifie à la fois une visée stratégique et l'inscription dans un rapport de pouvoir. L'entretien, dans la manière dont il joue de la relation entre des interlocuteurs issus de milieux différents, est donc au cœur de cette question du pouvoir qu'il ne cesse de mettre en perspective, voire de mettre en crise. Il nécessite aussi d'interroger même les fondements de la bonne volonté du chercheur et d'une part de sa naïveté, celle de son innocence, mais celle aussi, d'autre part, de son ignorance. Donc, dans un premier temps, j'aborderai des éléments d'un travail de terrain philosophique hors de l'entretien. En 1844-45, Friedrich Engels publie « La situation de la classe laborieuse en Angleterre », résultat d'un travail de terrain qu'il vient de mener comme philosophe et militant dans les milieux ouvriers de l'industrie textile, dont sa famille est dirigeante. On peut y lire dans l'adresse aux travailleurs qui ouvre l'ouvrage, et je le cite, « C'est à vous, donc travailleurs, que je dédie un ouvrage où j'ai tenté de tracer à mes compatriotes allemands un tableau fidèle de vos conditions de vie, de vos peines et de vos luttes, de vos espoirs et de vos perspectives. J'ai vécu assez longtemps parmi vous pour être bien informé de vos conditions de vie. Ce n'est pas seulement une connaissance abstraite de mon sujet qui m'importait. Je voulais vous voir dans vos demeures, vous observer dans votre existence quotidienne, parler avec vous de vos conditions de vie et de vos souffrances, être témoin de vos luttes contre le pouvoir social et politique de vos oppresseurs. » Donc, fin de citation. Il est bien question, dans cette volonté d'une immersion concrète au sein du monde ouvrier, de voir, d'observer, d'être témoin, ce dont atteste le livre entier, qui décrit non seulement la réalité de ce monde, mais la violence du tort qui lui est fait. Nulle intention de neutralité dans ce travail, qui vise au contraire la dénonciation, et non pas la neutralité axiologique telle qu'on en a trouvé une définition en particulier chez Max Weber, mais le parler avec vous de vos conditions de vie et de vos souffrances, qui a bel et bien eu lieu, ne donne pourtant pas lieu à la retranscription d'un entretien. La parole sera retransmise par le filtre du discours de l'auteur. Dans les années 1930, tout le travail de Simone Weil est véritablement, Weil avec un W, c'est la philosophe, est véritablement fondateur comme travail de terrain philosophique, aussi bien expérience du monde ouvrier en France que rencontre avec lui en Allemagne dans le temps même de la montée au pouvoir du nazisme. Il se fait dans le contexte de son engagement syndical, mais il ne donnera pas lieu pour autant à la transmission d'entretiens. De ce travail de terrain réel, elle tire une analyse discursive qui ne laisse place qu'à son propre discours, éclairé par l'expérience et les échanges, mais non tissé de la parole de ses interlocuteurs. Tout au plus émergent quelques propos évocateurs mais aléatoires, glanés dans un trajet de bus ou le passage quotidien par le vestiaire de l'usine. Dans le milieu des années 70, quand Foucault tentera ce qu'il appelle des reportages d'idées, en Iran en particulier, les entretiens réels qu'il obtiendra auprès des représentants de la Révolution, d'intellectuels ou de dirigeants, ne donneront lieu à aucune publication. C'est seulement à partir des pistes qui lui auront ouvertes qu'il écrira ses propres articles sans utiliser le matériau textuel fourni par ses interlocuteurs. La préoccupation de l'entretien en tant que telle ne semble pas appartenir au monde de la philosophie, si ce n'est sous la forme par laquelle le philosophe est lui-même interrogé, en tant que penseur, sur le matériau du monde dont il s'est approché. Et encore, cette approche elle-même, même dans la philosophie contemporaine, est une attitude relativement rare. Même les travaux d'un philosophe comme Yves Schwartz, qui lui est vraiment quelqu'un de réellement proche du terrain, disciple de Lucien Sève, donc dans une orientation particulière de la pensée marxiste contre Althusser, sur la question du travail, procédant pourtant depuis les années 1980 d'enquêtes menées sur le terrain, font état d'un travail d'entretien préalable dont ils utilisent le contenu informatif, mais n'en présentent pas les éléments discursifs. Donc, deuxième point, penser les origines non philosophiques de l'entretien comme méthode. C'est donc du côté de la sociologie et de l'anthropologie que l'entretien devient en soi un objet de travail et un mode d'organisation du discours, dont le contenu est cité dans les publications. Un ouvrage des sociologues Alain Blanchet et Anne Gottman, paru en 2010, sur la question, en présente les origines.
Donc je les cite, « L'entretien comme technique d'enquête est né de la nécessité d'établir un rapport suffisamment égalitaire entre l'enquêteur et l'enquêté pour que ce dernier ne se sente pas, comme dans un interrogatoire, contraint de donner des informations. L'entretien est à l'origine un type de rapport social verbal appartenant au langage diplomatique, qui désigne une conversation d'égal à égal entre deux souverains, par exemple. Ainsi d'emblée, les enjeux de l'entretien sont-ils présentés dans la perspective du respect réciproque et de l'égalité des conditions ? Il ne saurait y avoir entretien que là où l'échange de paroles participe de l'appartenance à un monde commun, reconnu comme tel, et dont l'entretien vise précisément à mettre en évidence le commun, là où la réalité des événements semble privilégier la conflictualité des intérêts. Cette vocation diplomatique de l'entretien fait que la reconnaissance des différences peut s'accomplir sans produire de la domination dans les conditions de l'échange. Mais les auteurs ajoutent, et donc là je les cite, « Toutefois, on a coutume d'établir l'acte de naissance de l'approche dite indirecte à une date plus récente, 1929, à la Western Electric, où se déroule une enquête d'évaluation d'un style nouveau qui sera rapporté, commenté et théorisé en 1943 par ceux que l'on considère comme les fondateurs de l'entretien de recherche, Roethlisberger et Dickson. Cette enquête, centrée au départ sur les conditions matérielles de la productivité dans l'entreprise, mit alors en évidence, contre toute attente, l'importance des relations interpersonnelles dans la motivation au travail. Et là, une toute autre problématique se fait jour. De la dimension diplomatique de l'entretien entre souverains, relevant du rapport don contre don, tel qu'il s'établit de façon immémoriale dans l'anthropologie de Mauss comme condition de la paix, on passe à une problématique entrepreneuriale des années 30 aux États-Unis. Et celle-ci semble rejoindre, à partir d'un point de vue radicalement différent, la position d'Engels un siècle plus tôt. Il s'agit bien, pour les chercheurs, d'interroger des ouvriers. Mais ce questionnement ne se fait plus pour mettre en évidence un rapport de classe ayant dénoncé les effets. Il se fait au contraire sur la commande de l'entreprise, en vue d'en améliorer les conditions de production. Le rapport de classe n'est pas pour autant nié, mais l'entretien vise à produire un commun entrepreneurial qui permette aux dirigeants de prendre en compte les attentes des dirigés en vue d'améliorer la productivité. Or, cette production du commun aura l'effet paradoxal, mettons les ouvriers en situation de parole, de susciter la réflexivité que les conditions de travail tendaient précisément à abolir. C'est parce que la parole est sollicitée, entendue et rapportée, que le travailleur prétendument manuel devra être considéré comme un penseur de son propre travail, comme un sujet pour lequel l'entretien recrée les conditions de l'équité que sa situation sociale et économique avait abolies. Une expertise lui est demandée, dont ses dirigeants sont incapables et qu'il est seul en mesure de donner, aussi bien individuellement que collectivement. Les auteurs en précisent les conséquences, donc je les cite. « Les enquêteurs ont observé d'abord que les ouvriers souhaitaient parler de questions sans rapport avec les questions posées et pris acte de la non-pertinence des questions préconstruites. Ensuite, qu'il était impossible d'interpréter les réponses en l'absence de tout contexte discursif. » Et on peut noter que Marx a fait précédemment exactement la même expérience en préparant un questionnaire pour des ouvriers dans une usine et en disant aux gens qui allaient présenter ce questionnaire, surtout ne restez pas fixés sur les questions et surtout ouvrez-vous à de nouvelles réponses et à une interrogation sur les questions que les ouvriers souhaiteraient vous poser. L'ouvrier n'est pas plus une machine à travailler que l'interrogé n'est une machine à répondre. Le travailleur, parce qu'il est un acteur de son travail, en est pour cette raison même un penseur. Simone Weil avait pensé à cette même période les effets mortifères de la scission entre travail manuel et travail intellectuel, pour montrer comment elle produisait l'effet bureaucratique qu'on appelle, depuis les années 70, technocratie. Donc je cite Simone Weil. Marx avait bien compris que la tare la plus honteuse qu'ait à effacer le socialisme, ce n'est pas le salariat, mais la dégradante division du travail manuel et du travail intellectuel,
ou selon une autre formule, la séparation des forces spirituelles du travail d'avec le travail manuel. On ne voit pas comment un mode de production fondé sur la subordination de ceux qui exécutent à ceux qui coordonnent pourrait ne pas produire automatiquement une structure sociale définie par la dictature d'une caste bureaucratique. Les origines mêmes de l'activité scientifique de l'entretien attestent donc de cette évidence. La réalité des acteurs du monde du travail contredit la position à laquelle on les cantonne. Et elle ne peut émerger qu'à la condition de les mettre non plus en position d'exécutants d'un ordre technocratiquement pensé, mais en position d'interlocuteurs, c'est-à-dire en position de déstabiliser, voire de destituer, les fondements discriminants de cet ordre. L'entretien devient alors l'une des manières d'y faire front et de le contester. Une telle position renvoie aux analyses de Gramsci. Donc je cite Gramsci. L'ouvrier ou le prolétaire, par exemple, n'est pas caractérisé de façon spécifique par le travail manuel ou le travail au moyen d'outils, mais par ce travail dans des conditions déterminées et dans des rapports sociaux déterminés. C'est pourquoi, pourrait-on dire, tous les hommes sont intellectuels. Mais tous les hommes ne remplissent pas dans la société la fonction d'intellectuel. C'est de nouveau un abîme qui s'ouvre par ce concept de fonction. La fonction de l'intellectuel sera alors non pas de se figurer comme avant-garde du mouvement ouvrier, mais de faire émerger les failles de sa propre position, les manques dont elle est vectrice en tant que position intellectuelle, à partir du discours réflexif tenu par ceux qui n'appartiennent pas à sa catégorie sociale. S'il y a bien une fonction d'intellectuel distincte de la qualité intellectuelle, alors cette fonction ne pourra s'exercer valablement que par la promotion, par une catégorie sociale, du discours de ceux qui n'y appartiennent pas. La fonction de l'intellectuel ne sera pas d'avant-garde, mais de médiation, et elle suppose par là même la possibilité d'une mobilité des positions. La logique de cette position serait en ce sens de réfuter l'essentialisation des catégories. La diffusion de la qualité d'intellectuel rejoint ainsi la critique gramscienne de l'intellectuel organique comme organe du pouvoir. Entendre et diffuser le discours réflexif de celui qui n'appartient pas à la catégorie d'intellectuel, c'est rendre cette catégorie même poreuse et la renvoyer à ses propres modes d'instrumentalisation par l'entre-soi du pouvoir. Troisième point, penser la question de la subalternité dans sa relation à une politique de l'entretien. Et de ce fait, une politique de l'entretien conduit à interroger la position subalterne elle-même. Gayatri Spivak, qui en est l'un des fers de lance contemporains, se réfère pour cela au travail de Gramsci dans ses notes sur la question méridionale concernant les stratégies politiques liées à la subalternité. Donc là, je cite Spivak, se référant à Gramsci. Le travail d'Antonio Gramsci sur les classes subalternes développe le débat position de classe, conscience de classe, repéré dans le 18 Brumaire de Marx. Peut-être parce qu'il critique la position avant-gardiste de l'intellectuel léniniste, il est préoccupé par le rôle de l'intellectuel dans le mouvement culturel et politique des subalternes au sein de l'hégémonie. On passe donc ici d'une problématique de classe au sein d'un monde occidental culturellement présenté comme homogène à une problématique postcoloniale. Et de fait, le parallèle est non pas abusif et égarant, mais au contraire parfaitement éclairant. C'est une véritable analogie. Comme Édouard Saïd, comme Frantz Fanon, Spivak va véritablement retourner la position subalterne en position de savoir, en montrant l'ignorance des dominants. Ce que fait aussi Aimé Césaire en 1950 en écrivant le discours sur le colonialisme. Donc je cite Césaire. Les Vietnamiens, avant l'arrivée des Français dans leur pays, étaient des gens de culture vieille, exquise et raffinée. Ce rappel indispose la Banque d'Indochine. Faites fonctionner l'oublioir. Ces Malgaches que l'on torture aujourd'hui, il parle effectivement en 1950, au moment où il y a eu les grandes répressions sur l'île de Madagascar, étaient, il y a moins d'un siècle, des poètes, des artistes, des administrateurs, chutent, bouche cousue, et le silence se fait profond comme un coffre-fort. C'est cette position qui est jouissive dans le travail de Spivak, Saïd, Césaire ou Fanon.
qui lui donne son énergie ironique ou joyeuse et sa dynamique vitale. Il faut voir en particulier dans le discours de Césaire ce qu'il dit de Romain Rolland et comment il renvoie un intellectuel supposé ayant plutôt des positions de gauche vers ses positions racistes. Le discrédit intellectuel jeté sur les dominants à l'encontre de la victimisation des dominés participe d'une inversion du pouvoir symbolique et rend ainsi perceptible l'horizon d'un renversement possible du pouvoir réel. Édouard Saïd écrit ainsi, à propos de l'orientalisme français, sur les abîmes d'erreur et d'ignorance dont il témoigne dans sa prétention au savoir, donc je cite Saïd, « C'est finalement l'ignorance occidentale qui devient plus raffinée et plus complexe. Ce n'est pas une certaine forme de savoir occidental positif qui acquiert plus d'importance et de précision. Une grande partie de ce qui était considéré comme de l'érudition orientaliste en Europe a mis en service des mythes idéologiques, même quand la science paraissait authentiquement progresser. » Spivak se situe dans la ligne de la critique de Saïd pour jouer de cette ignorance du dominant, mais elle pose aussi, en termes plus radicalement politiques, la question de la position subalterne. Donc je la cite. « De l'autre côté de la division internationale du travail et du capital socialisé, à l'intérieur et à l'extérieur du circuit de la violence épistémique de la loi et de l'éducation impérialiste, qui s'ajoute à un texte économique antécédent, les subalternes peuvent-ils parler ?» Et à partir de là, elle va produire une critique du rapport à l'altérité qui doit orienter toute politique de l'entretien. Donc je la cite. Pour les intellectuels du premier monde intéressés par la voix de l'autre du tiers-monde, certaines sections de l'élite indienne ne sont au mieux que des informateurs autochtones. Mais on doit insister sur le fait que le sujet colonisé subalterne demeure irrémédiablement hétérogène. Et elle ajoute « Nous avons là des fermiers de l'agriculture de subsistance, la main-d'œuvre paysanne inorganisée, les populations tribales et les communautés de travailleurs zéro dans la rue et la campagne. Nous confronter à eux, ce n'est pas les représenter, mais apprendre à nous représenter, à nous-mêmes. » Et donc, quatrième point, la question du surplomb. Tout usage de la parole de l'autre risque donc de placer celui qui en use en surplomb de celui dont il requiert le discours. Le discours devient alors non pas un discours, mais une séquence verbale destinée à être utilisée à l'intérieur d'un discours autre. La citation aliène nécessairement la parole qu'elle embarque et peut conduire à en régimenter. Et en outre, la parole orale glisse plus facilement que l'écrit au-delà des intentions de celui qui la profère. L'oral est moins clairement maîtrisé, on en dit nécessairement plus dans un entretien que dans un texte, et de plus, s'il peut aller dans le sens du propos que l'on souhaite et permettre d'éclairer sa propre pensée, il peut au contraire l'infléchir, la dégrader, voire laisser affleurer, dans une parole dont le contexte apparent demeure privé, une toute autre orientation que celle que l'on souhaite rendre publique. Le jeu de l'entretien constitue cette interface entre public et privé. Mais cette interface peut devenir aussi une double face et produire des formes de double jeu, intentionnelles ou non, dont la maîtrise finale n'appartient pas au locuteur. Une vedette de l'humanitaire, qui maîtrise parfaitement son image médiatique, a un jour refusé la publication d'un entretien fait avec lui, dans le texte duquel ne figurait pourtant que l'intégralité de ce qu'il avait dit. Mais cette intégralité produisait une intégrité très au-delà de ce que pouvaient permettre les prérequis du double langage de la publicité humanitaire. Mais tout recueil de la parole requiert paradoxalement aussi que le requérant se pose lui-même en position subalterne. Et il faudra pour cela réviser le vocabulaire qu'on applique généralement au terrain comme à l'entretien. Les termes d'enquête, de témoignage, qui assimilent la position du chercheur à celle du juge ou du policier, reconduisent implicitement cette position de surplomb qui essentialise la fonction intellectuelle. Et le vocabulaire journalistique contribue à médiatiser la scission entre deux mondes, celui de l'observant et celui de l'observé. Scission dont Suzanne Sontag, dans Devant la douleur des autres, a contribué à montrer les apories. La réflexion sur la question de la subalternité
doit ainsi conduire à faire de l'entretien non pas une réitération de la position subalterne, mais au contraire une critique radicale de son essentialisation. Cette réciprocité de pouvoir, et non pas du pouvoir, constitue une part de l'échange de savoir dans une politique de l'entretien. Spivak renvoie cette question à la question muséale sur laquelle on voudrait conclure ici. Elle écrit « Qui diable peut vouloir protéger ou muséifier la subalternité ? Des muséificateurs extrêmement réactionnaires aux visées anthropologiques douteuses ? Un activiste ne peut pas vouloir maintenir le subalterne dans l'espace de la différence. » Il faudra pour cela comprendre que l'interrogation sur l'entretien croise un questionnement critique ouvrant de ce fait même des perspectives dynamiques sur l'ensemble des pratiques culturelles. Donc je passe la parole à Philippe. Donc je remercie Vanessa Brito et toutes les personnes de l'organisation de ce colloque de nous avoir invités, et ce très nombreux public qui n'est pas seulement ici, mais donc celui qui est dans l'autre salle et que je salue aussi. Voilà. Même si eux nous voient et que nous ne les voyons pas, ce qui est toujours une expérience un peu étrange. Alors, après cette présentation de Christiane, je vais essayer, moi, de vous présenter quelque chose d'extrêmement pratique et avec un travail que j'ai réalisé, qu'en fait nous avons réalisé ensemble. Mais d'abord, je voulais revenir sur ce qui a été dit au début. Alors oui, bien sûr, les photographes font un travail de terrain, et il me semble même que descendre dans le monde réel, et pour les étudiants des Beaux-Arts, ce que je dis toujours aux miens, parce que j'enseigne aussi dans une école d'art à Dijon, sortir de l'atelier, sortir du cocon rassurant et aller voir dans le monde ce qui se passe, c'est quand même quelque chose de très sain et prophylactique. Et au fond, la photographie s'est fondée sur cette démarche, parce que si on repense seulement à Nicéphore Niepce, qu'est-ce qu'il a fait en faisant la photo de la fenêtre au gras ? Il a ouvert la fenêtre, il a mis l'appareil dirigé vers le monde, et puis il a enregistré ce qu'était ce monde. Mais Dorothea Lange aussi, dans les années 30, qui n'avait dans son studio photo complètement fermé aux États-Unis plus aucun client à cause de la grande crise, un jour elle a ouvert la fenêtre et les volets de ce studio au premier étage pour voir ce qui se passait dans la rue. Et dans la rue, il y avait la queue pour une soupe populaire, parce que c'était la grève, c'était la crise, c'était le chômage, etc. Et donc elle a décidé, elle aussi, de descendre dans la rue avec son appareil photo et d'aller voir un petit peu ce qui se passait dans le monde réel, et non dans ce monde d'abstraction qu'était son studio photographique. Voilà, donc on est vraiment constitué de ça, et pour en finir avec Dorothea Lange, elle a constitué un tandem de travail avec son mari, Paul Taylor, pour publier un magnifique livre qui est une grande référence pour nous deux, An American Exodus, et dont ce livre, Le milieu de nulle part, quelque part est issu, en tout cas dont il doit une dette à cet autre couple de travail. Alors, effectivement, on travaille ensemble. Ça ne veut pas dire que Christiane Voller fait mes photographies et que j'écris ses textes philosophiques, évidemment. Et heureusement pour la philosophie. et heureusement pour la photo, c'est ça. Voilà. Mais donc, on décide et on choisit des terrains de travail ensemble sur lesquels on va se rendre avec un certain nombre de questionnements et de problématiques qui sont les nôtres, dont je pourrais résumer la chose en une formule qui me paraît essentielle. C'est la relation entre la question esthétique et la question politique dans une perspective benjaminienne. Et donc tous les objets de travail qui nous intéressent
tourne d'une manière ou d'une autre autour de cette question. Une autre question qui, depuis 15 ans, on a commencé à travailler ensemble en 1999, qui nous intéresse beaucoup, c'est ces nouvelles formes de protestation qu'on a pu voir se répandre à travers le monde depuis presque 20 ans et qui, pour moi, ont trouvé son origine dans le rassemblement de 1996 organisé au Chiapas par les zapatistes, et dont on trouve des traces ensuite dans les rassemblements de Seattle, de Gênes et dans les protestations du printemps arabe à Istanbul ou en Bulgarie, en Grèce, etc., etc. Tout terrain sur lesquels nous avons eu l'occasion de travailler ensemble et de produire des objets réflexifs et plastiques. Principalement en ce qui me concerne avec la photographie. Voilà, donc il était question d'un ouvrage que je viens de publier pour une photographie documentaire critique. C'est un ouvrage qui est un parcours aussi, parce que j'entends bien ce que nos amis des chercheurs en sciences sociales disent, mais moi j'ai plus de 60 ans et quand j'ai commencé la photographie, ces choses-là, travailler avec des artistes, ou que des artistes puissent travailler avec des chercheurs en sciences sociales, ça n'existait pas, ça n'avait pas cours. Et au fond, dans les années 80, on était juste des photographes qui étaient un peu chargés d'illustrer un certain nombre de préoccupations qui n'étaient pas forcément les nôtres. Ce à quoi, évidemment, je me suis toujours refusé. Mais je constate que dans la génération qui me suit, celle des trentenaires, j'ai plusieurs amis photographes qui travaillent avec des chercheurs en sciences sociales, pour en citer au moins deux, Jean-Robert Dantou avec Florence Weber à l'ENS rue d'Ulm, ou Hortense Soichet avec les gens de l'université de Marne-la-Vallée. Mais il y a de plus en plus d'exemples et j'encourage les photographes à développer des démarches comme ça, mais j'encourage aussi les chercheurs en sciences sociales à développer aussi des démarches comme ça, ce qui n'est pas toujours évident. Voilà, pour en venir revenir à notre travail commun, on a développé un certain nombre de projets ensemble qui ont pris plusieurs formes. Donc certains ont été publiés et nécessitaient la forme du livre, comme le milieu de nulle part ici, pour apparaître vraiment dans leur forme aboutie. On a aussi fait une autre publication qui s'appelle John Brown's Body, qui est issue d'un travail que j'ai fait aux États-Unis autour de la figure de l'anti-esclavagiste du 19e siècle, John Brown. Mais on avait déjà commencé en 1999 à la demande d'une revue transeuropéenne en faisant un travail avec des femmes militantes des Balkans, et c'était la première publication qu'on avait réalisée ensemble, et c'était aussi la première exposition qu'on a conçue ensemble d'une certaine manière, puisqu'elle associait des courts textes extraits des entretiens que Christiane avait eus avec ces femmes et les photographies que j'avais fait d'elles. Voilà. Et c'était une exposition qui a circulé dans différents pays de l'ex-Yougoslavie en 2002. Mais des fois, ça a donné lieu aussi à d'autres formes de publication. Parfois, Christiane a publié des textes issus de notre travail de terrain dans des revues, comme la revue Outis, ou comme Actuel Marx, ou dans Chimère, etc., qui n'ont pas toujours donné lieu à une publication photographique conjointe. Le travail sur le Chili va être publié avec un texte et quelques photographies dans un ouvrage collectif issu d'un département de sociologie de l'université de Marne-la-Vallée en juin prochain.
Voilà, donc, et puis on a aussi produit une exposition à la galerie Le Bleu du Ciel à Lyon en 2016, l'année dernière, qui rassemblait 3 projets qu'on avait réalisés en commun. Donc voilà, il y a un certain nombre d'objets comme ça qui peuvent être produits. On a aussi produit ce qu'on appelle une projection parlée. Qui est un objet qui est à la fois un texte et des projections de photographie organisées en 22 chapitres issus de notre travail de terrain en Bulgarie à la suite des mouvements de protestation de 2013 dans ce pays qui sont passés complètement inaperçus dans les médias et donc dans le grand public en France et en Europe de l'Ouest en général. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai choisi d'entrer dans le travail concret d'un projet de photographie documentaire, qui est le travail qu'on a réalisé ensemble à Istanbul en décembre 2013. Et je vais essayer d'être vraiment, et peut-être je parle encore plus aux étudiants, dans le concret de la fabrique des choses, comment ça se fait, comment ça se passe et pourquoi on prend des décisions telles que j'ai pu les prendre, pourquoi on fait un travail plutôt qu'un autre. D'abord, on est allé à Istanbul parce qu'on était invité à l'université de Galatasaray dans un colloque de philosophie à parler tous les deux, et donc ça durait 2 jours et on a décidé de rester beaucoup plus longtemps, tout le temps dont on disposait, plus de 2 semaines sur place. Et je vous avouerai que j'y suis parti avec Arculon en me demandant ce que j'allais bien faire là-bas, quel intérêt ça pouvait avoir pour moi, et je n'avais pas vraiment envie, en fait, en dehors de ce colloque, de rester à Noël à Istanbul. Mais évidemment, comme c'était en décembre 2013, on avait en tête ce qui s'était passé 6 mois avant sur le parc Gezi et la place Taksim. Donc cette énorme manifestation populaire, citoyenne, qui avait eu lieu donc en plein centre d'Istanbul et qui s'était terminée comme vous le savez. Et donc, sans avoir aucune idée particulière en ce qui me concerne, j'ai commencé par accompagner Christiane qui entamait des entretiens. Et le premier entretien qu'elle a eu sur un banc du parc Gezi consistait à rencontrer une des quelques personnes qui étaient vraiment à l'origine de cette protestation, qui était une association de la société civile constituée d'architectes, d'économistes. Elle était professeure de maths, j'ai oublié. Voilà, elle était prof de maths. Et qui voulait, qui discutait avec la municipalité d'Istanbul sur les aménagements urbains qui sont complètement pléthoriques, anarchiques, souvent très violents pour les gens. Et donc en fait, bien sans prévenir, un matin, le long de cette façade que vous voyez ici, que j'ai reconstituée, c'est un montage. Eh bien, il y avait 200 arbres, 200 platanes que la municipalité a arrachés entre 5h et 6h du matin. Et c'est ça qui a provoqué cette protestation énorme. Et donc, le premier mouvement que j'ai eu en entendant ça, c'est de me dire, au fond, si devant cette façade d'immeubles, il y a ces immeubles, vous voyez, qui relèvent tous d'une certaine modernité turque, eh bien, s'il y avait tous ces arbres devant ces immeubles, on ne les voyait pas comme on peut les voir maintenant. Et j'ai juste décidé de les photographier tous, immeuble par immeuble, avec l'idée de reconstituer cette façade. Voilà, donc ça a commencé comme ça, simplement, sans trop savoir ce que j'allais faire de ça. En même temps, il me semblait tout de suite que cette façade complètement découverte, pour le coup, qui, vous voyez, c'est des immeubles de banques, de bureaux, donc d'hôtels qui ont à voir avec
une réalité quotidienne du pouvoir en Turquie. Il me semblait que la reconstitution de cette façade montrait, comment dire, une puissance, une force, et un mur, et d'ailleurs je l'ai appelé le mur, un mur que le pouvoir turc offrait à la société civile. Et donc c'est une reconstitution, c'est un montage, et dans cette perspective du travail documentaire que je fais, la question esthétique du montage me paraît tout à fait essentielle. J'ai simplement supprimé tous les intervalles entre les immeubles, les espaces de rue, etc. Et donc vous voyez, c'est pas une façade réelle, hein, tout est collé. Morceau par morceau pour cette reconstitution, et donc il se trouve qu'il y a des immeubles plus petits que d'autres et qu'ils sont tous agrandis et remis exactement à la même taille. Donc déjà, de ma part, c'est une interprétation, bien sûr, de ça. Et puis, ce qui s'est produit en faisant ça, je vais descendre, c'est que à la fois, il y avait ce montage produit une unité formelle qui était pour moi l'expression d'un pouvoir, et en même temps, il écrasait complètement les gens qui étaient réduits à des petites silhouettes en bas, ces gens qui avaient donc à faire avec ce pouvoir. Mais le montage aussi, à certains endroits, produisait des figures de déconstruction, de destruction de cette population qu'on peut voir arriver, voilà, j'y vais, au milieu du montage. D'abord, vous voyez des problèmes d'échelle qui paraissent évidents, alors que les immeubles semblent n'avoir aucun problème d'échelle les uns avec les autres. Bien sûr, les corps des gens en ont énormément. Voilà, comme on peut le voir évidemment à certaines intersections, hein. Donc avec cette idée, vous voyez ici un corps bien sûr qui est coupé, ou encore ici cette manière qu'a ce personnage d'enfoncer sa tête dans la coupe et d'être à côté ou au-dessus d'un autre personnage dans le montage, etc., etc. Et donc ce montage produisait aussi des effets de déstructuration, de déconstruction, de la foule, des personnes, donc du corps social qui avait ou qui venait de s'affronter avec ce pouvoir. Voilà, alors je vais fermer ça. Ça me demande quelques manipulations. Voilà, donc ça c'était issu immédiatement de cet entretien qu'avait eu Christiane, et puis on a eu immédiatement après dans l'après-midi un entretien avec un parti politique écologiste, et ce parti politique a pu certains de ses membres qu'on a rencontrés ont pu nous expliquer qu'évidemment cet arrachage d'arbres était symbolique d'une question beaucoup plus violente et beaucoup plus forte et beaucoup plus vaste à Istanbul, c'est-à-dire la destruction massive des forêts qui entourent la ville jusqu'à la forêt noire, jusqu'à la mer Noire, et qui était un problème absolument extraordinaire qui représenterait à peu près l'équivalent de la destruction autour de Paris, de la forêt de Fontainebleau, de la forêt de Rambouillet, de Saint-Germain-en-Laye, etc., etc., pour y construire des immeubles, des nœuds d'autoroute, des échangeurs, des centres commerciaux, des malls à l'américaine, voilà. Or, évidemment, l'objectif du pouvoir turc était de transformer le parc Gezi et la place Taksim en un mall commercial à l'américaine, dont toutes les pentes du quartier de Beyoğlu devenaient un peu le lieu touristique et de détente pour les touristes internationaux et pour les hommes d'affaires internationaux. Ça, c'est une question qu'on a rencontrée aussi bien au Caire qu'à Santiago du Chili ou dans d'autres grandes villes internationales. C'est cette gentrification et cette transformation des centres-villes de taille mondiale en je dirais, parcs d'attractions commerciaux et touristiques pour une circulation mondiale d'un certain public. Voilà, et donc... alors...
Ça m'a amené aussi à produire une autre pièce qui est celle-ci, parce que en même temps que l'arrachage de ces arbres longeaient un boulevard, et le boulevard a été enterré. Il ne fallait plus voir le public passer dans le parc. Et donc, il y a eu une énorme tranchée qui a été creusée au pied des immeubles et on a fait passer une route à 4 voies avec les arrêts de bus, sans aération d'ailleurs, sous le parc Gezi. Et au-dessus, eh bien, il y a eu une dalle en béton immense qui a été coulée et que les gens là-bas sur place appellent le tarmac. Voilà, ça fait référence à une piste d'atterrissage d'avion. Et ce tarmac est entièrement sillonné, en tout cas quand on y était, par les engins paramilitaires de la police, donc les véhicules blindés qu'ils utilisent contre les manifestants. Voilà, et j'avais en tête ma visite à la grande mosquée de Casablanca des années avant, avec un des enfants du privilégié du régime d'Hassan II. À l'époque, son père était général dans l'armée de l'air, et je me promenais avec ce jeune homme de 20 ans sur un immense plateau complètement désert avec la mosquée au fond, et je commence à lui poser une seule question sur la situation politique du pays. Il me répond immédiatement, mais tais-toi, il y a plein de micros dans le sol. Et voilà, donc j'ai fait un certain nombre de photographies de ce sol du tarmac d'Istanbul, en me demandant, voilà, qu'est-ce qu'il y a dans ce sol? Oui, il y a les traces des engins blindés, mais il y a peut-être plein d'autres choses aussi à notre époque, connectées de toutes sortes et surveillées de partout, qui sont peut-être là souterrainement, alors que les gens en dessous qui attendent le bus sont en train de s'étouffer dans les vapeurs, dans les gaz d'échappement des véhicules. Donc voilà, c'est un montage de 4 photographies comme ça, que j'ai appelé manifestation aussi. Et puis bien sûr, j'avais quand même envie d'avoir un arbre, en me disant, voilà, devant cette rangée d'immeubles dont vous voyez un petit bout, il reste un arbre très pelé comme ça qui est au bord du parc. Donc nos amis qui nous avaient invités à l'université nous ont dit, mais dimanche il y a une manifestation. Et donc, ça se passe sur une grande place du côté asiatique. Allons-y ensemble. Donc, on y est allé. Ça durait toute la journée. On est arrivé en fin de matinée. On est reparti le soir. Et en fait, de manifestation, il y avait énormément de groupes politiques, sociaux, syndicaux, associatifs, écologistes, etc., qui manifestaient. Il y en avait 25 ou 30 différents, au moins. Et ils convergeaient tous vers cette place qui était entièrement entourée de barrières et dans laquelle les manifestants étaient invités à rentrer. Et donc c'était une manifestation statique avec des prises de parole et des orateurs sur un podium. Voilà, donc moi j'ai circulé dans cet enclos autour de tous les manifestants qui brandissaient ces pancartes, et puis évidemment j'ignorais tout ce qu'il y avait d'écrit, hein. Donc je l'ai fait, je ne sais pas si vous pouvez le lire, mais je l'ai fait doublement traduire par une Turque qui parle français et par une Française qui parle turc pour obtenir ces traductions de textes. Et donc le bandeau blanc avec les textes en bas fait partie intégrante du travail, hein, et redouble au fond les banderoles de protestation qu'on voit dans l'image. Voilà, donc c'est un ensemble de 25 photographies avec toutes ces protestations, hein, que vous pouvez voir. Voilà, donc je suis obligé de... On n'arrive pas à lire, oui, alors je peux zoomer. Non, je vais zoomer sur une des photographies. Voilà, par exemple ici, toute classe rassemblée pour une existence libre et en paix avec les autres espèces. Oui, nous trouverons un autre chemin. Oui, nous instaurerons un autre chemin, etc. Il y avait beaucoup de déclarations comme ça. Et la somme de tous ces textes, finalement, dresse une situation qui faisait tout à fait écho
à ce qu'on avait entendu, ce que j'avais entendu dans les entretiens que Christiane pouvait mener. Et puis le travail s'est constitué d'une autre pièce dans un autre quartier. Pour le coup, j'ai vu se mettre en œuvre concrètement cette politique de destruction urbaine et de réaffectation urbaine contre les gens dans le quartier de Tarlabachi, qui est à 100 mètres de la place Taksim, hein, mais du mauvais côté de la pente. Voilà, c'est un quartier qui était occupés par des Arméniens et des Grecs modestes et qui ont été chassés de leurs habitations avec une reprise en main complète sur le plan urbanistique qui consiste, vous voyez, à garder les façades derrière ces palissades pour reconstruire un faux quartier d'affaires et de tourisme. Donc je l'ai photographié comme un véritable labyrinthe. Vous voyez... d'où les gens sont chassés. Voilà. Et je trouvais que tout d'un coup, entrer dans ce lieu après cette manifestation montrait concrètement exactement tout ce qui se passait dans cette ville et qu'on avait pu croiser ailleurs. Et puis, désolé d'aller aussi vite, hein, puisque on me le demande. Mais voilà, ça fait 12 secondes et je le mets en boucle et je me tais. J'ai aussi réalisé une vidéo qui est un montage avec 101 photographies qui montre la traversée entre l'Europe et l'Asie en ferry et qui en fond montre tout ce paysage d'Istanbul aux mains et aux prises avec ces questionnements. Voilà, les oiseaux, c'est une figure que j'avais déjà utilisée dans d'autres travaux. Hein. Voilà, et ça tourne en boucle comme ça, indéfiniment. Voilà, donc vous voyez, ce sont tous ces éléments textuels, vidéographiques, photographiques, qui sont montés ensemble et qui étaient très exploratoires, pour moi très expérimentaux, des possibilités de montage que la photographie documentaire peut produire dans une perspective critique, qui est bien sûr absolument pas du tout une position de neutralité, mais au contraire, comme pouvait le dire déjà Jean Vigo dans les années 30, un point de vue documenté, mais bien sûr un point de vue. Voilà. Et c'était en 2013, vous voyez maintenant ce qu'est devenu la Turquie en 2017. Nous y avons des amis qui sont bloqués, hein, qui ont signé le manifeste pour la paix et qui sont donc privés de leur passeport, emprisonnés, etc., etc. Et on est bien sûr très très loin des possibilités de manifestation actuellement que ce travail manifestait il y a seulement 4 ans. Merci. Merci beaucoup pour vos deux interventions qui posent des questions immenses sur tout un tas de choses qui nous intéressent, nous, en tout cas. Par exemple, en anthropologie, il y a énormément de débats sur la question de l'entretien, où on est un certain nombre à refuser l'idée même de faire des entretiens. Parce que en fait, le terrain ne se limite pas du tout à l'entretien et que la question de l'immersion, de l'observation participante, en fait, au bout d'un moment, avec une certaine expérience, on a même plutôt la tendance à se taire et à écouter et surtout à observer. Et non, on pourra en discuter, mais par exemple en sociologie, où il y a toute une réflexion sur la scientificité de l'entretien, les questions à poser et tout, la question du terrain pour nous, anthropologues, pour un certain nombre d'anthropologues, c'est justement de cesser d'être dans une relation d'entretien et d'observer aussi des interactions dans lesquelles on n'intervient pas. Et dans le film documentaire, il y a énormément de débats là-dessus, sur un style documentaire qui repose sur des entretiens ou filmer des interactions sociales qui concernent la population qu'on étudie. C'est déjà toute une démarche cinématographique et anthropologique qui est différente. Donc on pourrait, après votre
votre exposé pose aussi tout un ensemble de questions sur les catégories qu'on utilise, sur la question des dominés-dominants, subalternes, etc. Énormément de débats là-dessus aussi chez nous. Notamment, il y a un très bel article de l'école de Manchester qui a révolutionné un peu la vision justement des rapports de pouvoir. Un texte qui s'appelle The Bridge et qui consiste à dire, en fait, les colons et les colonisés, on a tendance à les opposer, mais on s'aperçoit que si on observe bien, il y a des élites africaines qui participent au dispositif de pouvoir colonial, et qu'un des enjeux aujourd'hui dans la manière dont on décrit les dispositifs de pouvoir, donc qui est justement qui peut être un emprunt à Michel Foucault de la question des dispositifs de pouvoir, c'est de rendre compte de la complexité et des catégories qui consistent un peu trop rapidement à opposer dominant-dominé, mais plutôt à aborder le pouvoir comme un rapport relationnel et pas forcément une typologie. Donc voilà, en fait, tout ça pour dire que vos deux exposés posent des questions immenses qui nous concernent. Il y a aussi la question dont je parlais sur le rapport empathique ou sympathique. Là, on sent que vous êtes dans une démarche qui correspond plutôt à une démarche sympathique, dans le sens où votre rapport au mouvement social en Turquie, voilà, donc c'est des questions qu'on peut se poser en commun, qui renvoient donc à des réflexions très importantes sur la manière de concevoir notre position du chercheur, quoi. Donc, mais je ne veux pas monopoliser la parole et je propose d'ouvrir la discussion. Je réponds juste quand même très brièvement pour dire juste que, enfin, il ne faut surtout pas opposer les choses de cette manière caricaturale. C'est-à-dire, bien sûr qu'il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit de montrer quelles sont des positions pour agir dessus et pour produire de l'interaction. Il va de soi que quand je parle de politique de l'entretien, ça ne veut absolument pas dire que je passe ma vie à faire des entretiens. Ça veut dire qu'il y a aussi, dans le travail de terrain, cette question de l'entretien. Et l'entretien, ça veut dire aussi, tout simplement, parler avec des gens. Un entretien peut durer 30 secondes, enfin 30 secondes c'est quand même très peu, mais il peut durer 5 minutes, il peut durer 3 heures, et généralement, surtout, ce qui se passe dans l'entretien, c'est que la part des questions est très minimale. C'est quasiment rien. Et les questions sont sans arrêt réorientées par les réponses. Donc il n'y a pas de questionnaire préalable, c'est une manière, en effet, simplement d'écouter, d'être à l'écoute. Et on peut être à l'écoute sans faire d'entretien, en assistant simplement à des rencontres entre des gens, etc. Il y a 10 000 manières différentes d'être à l'écoute. Et la photographie et la vidéo aussi par rapport à ça, il y en a deux éléments différents. Il y a l'élément qui est directement de la prise de vue directe, ou bien il y a ce que Philippe a proposé aussi, c'est-à-dire une reconstruction, une reconfiguration. Et de toute manière, quand le travail est édité, quelle qu'en soit l'édition, il suppose d'être reconfiguré. Parce qu'évidemment, on n'édite pas un document brut de cette manière. Ça s'inscrit dans un contexte. Voilà. Est-ce que quelqu'un souhaite poser la première question? C'est toujours difficile. Oui. Oui, bonjour. Donc, merci déjà. Et ensuite, en fait, j'avais une question brièvement sur votre positionnement en tant que... Donc, vous dites que vous êtes philosophe. Vous employez donc la méthode, enfin, notamment, vous l'avez souligné, de l'entretien parmi d'autres. Monsieur Petrick se dit donc, anthropologue, se démarque des sociologues qui emploieraient à mauvais escient un entretien trop directif. Ma question, en fait, c'est pourquoi vous continuez à vous appeler philosophe, et en fait, comment on distingue, selon vous, la pratique donc de terrain, est-ce que c'est les références que vous utilisez, est-ce que c'est votre formation académique, et enfin voilà, puisqu'on est dans une rencontre indisciplinée, j'ai l'impression que les disciplines s'érigent quand même au-delà des pratiques communes. Oui, tout à fait. Et vous avez vraiment raison de poser la question. En fait, j'ai répondu dans mon bouquin, et comme je l'ai dit, j'ai pas voulu répéter mon bouquin. Mais bon. Donc, en effet, oui, moi, je me présente comme philosophe, mais il y a autant de diversité
dans le champ de la philosophie qu'il y a diversité dans le champ de l'anthropologie ou dans le champ de la sociologie. C'est-à-dire ce ne sont pas du tout des milieux homogènes. Et il y a beaucoup plus de différence entre le travail que je fais et le travail que fait par exemple un philosophe métaphysicien qu'entre le travail que je fais et le travail que fait un anthropologue qui travaille à peu près sur les mêmes terrains. Donc du coup, c'est ça aussi qui produit de l'indiscipline, c'est-à-dire de la relation entre les champs. Toutefois, quand il m'arrive de travailler aussi avec des anthropologues, on se rend compte à quel point nos perspectives sont différentes. Et si je prends l'exemple du bouquin est différente, ça ne veut pas dire que ça destitue quoi que ce soit de l'anthropologie à mes yeux, pas du tout. Pour moi, toutes ces disciplines sont essentielles. Dans chacune de ces disciplines, il y a des gens qui les pratiquent de manière honnête et d'autres qui les pratiquent de manière malhonnête. Il y a des gens qui les pratiquent dans une certaine... Ben oui, bien sûr. Il y a des gens... Enfin, moi, j'ai vu des anthropologues infects et des anthropologues géniaux, et pareil en philo. Donc, et puis, il y a aussi des gens qui les pratiquent dans une certaine perspective et d'autres dans une autre. Donc, en fait, par exemple, si je prends un exemple, quand on a fait le milieu de nulle part, moi, je me suis présentée aux gens comme étant philosophe, les gens que j'allais interviewer donc dans les centres d'hébergement et de rétention, parce que, pour deux raisons. D'abord, parce que c'était une manière de leur dire que je n'étais pas journaliste. Et ça, pour eux, c'était très important. Et un certain nombre d'entre eux ont accepté de me répondre parce que je n'étais pas journaliste. Et parce qu'ils avaient eu des expériences tout à fait désastreuses avec des journalistes qui se comportaient de manière extrêmement irrespectueuse envers eux. Et le milieu journalistique, là encore, c'est un milieu extrêmement divers, avec toutes sortes de représentants différents. Donc, c'était dire d'abord que je n'étais pas journaliste, c'était dire ensuite que je n'étais pas anthropologue, c'est-à-dire que je n'étais pas sociologue, c'est-à-dire que je n'allais pas les interroger sur des conditions spécifiques par rapport à un travail scientifique que je ferai ensuite. Et précisément, la philosophie n'est pas une science humaine. On l'intègre dans une relation avec les sciences humaines, mais elle ne se prétend pas une science du tout. Et donc, pour moi, c'était très important aussi de dire ça. C'est-à-dire que, en fait, ça ne vise pas, c'est pour ça que je dis, ça ne vise pas l'enquête. C'est pas une enquête. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, en fait, quand j'ai fait ce travail ? J'ai mené en Pologne plus de 100 entretiens avec des personnes. Ensuite, effectivement, et c'est pour ça que ça a pris du temps, d'ailleurs, il a fallu décrypter les entretiens. Et ensuite, en décryptant, je lis quelque chose qui est véritablement un texte réflexif très fort. Et ce texte réflexif très fort, je l'utilise exactement comme j'utilise des textes de philosophes. C'est-à-dire, je cite les réfugiés tchétchènes que j'ai pu rencontrer exactement comme je cite Arendt, qui d'ailleurs elle-même avait l'expérience effectivement de la fuite et du refuge. Et donc pour moi, ça a une valeur qui est équivalente du point de vue de la qualité réflexive, même si les modes de réflexion sont différents. Voilà. Et donc, voilà, c'est en ce sens, effectivement, que pour moi, c'est bien de la philosophie et je tiens à ce que ça le reste. Voilà. Comme méthodologie, c'est une question ou c'est... Non, l'ethno. Non, j'appelle pas du tout ça comme ça, parce que c'est pas... Parce qu'en outre, je n'interroge pas que des gens... Alors là, j'ai abordé spécifiquement dans mon exposé la question des subalternes, mais je n'interroge pas que des gens de conditions subalternes. Quand Philippe citait par exemple l'entretien que j'ai fait avec Betül Tambay à Istanbul, c'est une chercheure en mathématiques, on appartient au même monde, quoi. Mais en revanche, elle a des compétences sur ce sujet de la question des politiques turques que je n'ai pas du tout. Mais j'ai interrogé aussi des ouvriers, j'ai interrogé aussi des archéologues, et puis des femmes de ménage, de tout. Et je veux dire, à chaque fois... Oui, c'est-à-dire pas passer à la question. Oui, c'est-à-dire justement pas questionner. Et c'est très important parce que c'est aussi en ça en fait que c'est le travail, en tout cas que je le présente comme philosophique, c'est que il renvoie aussi à un texte de Michel Foucault sur la question du régime de l'aveu. Et précisément, il ne doit pas, à mes yeux, y avoir dans la manière dont on l'interroge, dont on s'entretient, de questions de rapport à l'obligation de vérité. Je ne vais pas aller vérifier la véracité de ce que des gens me disent. J'entends ce qu'ils me disent. Et ce qu'ils me disent vaut comme une position réflexive. Et ce n'est pas à moi de dire ce qu'est la vérité. En revanche, c'est à moi de constater qu'il y a en effet des rapports qui
quoi qu'il en soit, sont des rapports à un moment de force et d'essayer de voir comment je peux me situer dans ces rapports de force sur le terrain. Voilà. Bon, je réponds. Vous voulez que je réponde brièvement ? Moi, juste aussi par rapport à la question d'être anthropologue, je pense quand même qu'on n'est pas uniquement dans une auto-affirmation. Moi, je suis payé par une instance, j'appartiens à une communauté qui discute, notamment sur la question qu'est-ce que c'est que l'observation. Faire une enquête au Kyrgyzstan, il faut connaître les langues, l'histoire, s'immerger longtemps. Voilà, c'est des choses qu'on partage. Et après, il y a énormément de divergences à l'intérieur de notre discipline, et ça, je pense que c'est important. Et l'idée de ces rencontres, c'est pas de chercher à se différencier, mais aussi de voir comment la multiplicité des regards peut nous interpeller, nous aider à mieux comprendre notre spécificité, notre singularité, et à la fois à créer des ponts dans la manière dont on fabrique une représentation de la société. Voilà. Il y avait une question Oui. Moi, je voudrais vous poser une question. On t'entend pas. Vous avez parlé d'être à l'écoute. Et moi, je me pose la question de la collaboration, de comment arriver vraiment à quelque part à transformer les réels, pas seulement à les regarder, les réfléchir, la réflexivité, mais quelque part, en étant donné que tout change et que il faut se poser dans une situation il ne faut pas avoir l'idée de recevoir des choses pour les restituer, mais peut-être dans une situation... Bon, il y a beaucoup de choses qui se passent en ces moments, de collaboration entre certains anthropologues et certains artistes qui frisent avec l'activisme aussi. Donc, je voudrais savoir qu'est-ce que vous en pensez de ça, et si vous avez des expériences de ce genre alors, je dis deux mots avant de te passer la parole, parce que alors quand vous dites qui frise l'activisme, vous voulez dire quoi? qui considère que l'anthropologie, la sociologie, les sciences sociales doivent prendre absolument position et mener des combats. Donc c'était un terme... Donc c'est pour ça, moi, que je parlais d'un champ de rapport de force. Nous sommes, de toute manière, que nous le veuillons ou non, dans un champ de rapport de force, dans lesquels la position intellectuelle, c'est ce que j'ai cherché à montrer tout à l'heure, est une position intermédiaire. C'est-à-dire qui peut permettre, malgré tout, des rééquilibrages, justement en donnant la parole. Donc, et alors pour reprendre l'exemple de la Pologne, par exemple, le fait que les gens me répondaient pourquoi. Un certain nombre de gens ont refusé au départ de me rencontrer. Et ils ont refusé en disant « ça va pas, on va pas rencontrer des Français ». Nous, on était à l'aéroport de Roissy, et il y avait une nana qui avait avorté à l'aéroport de Roissy à cause des violences policières qu'elle avait subies. Voilà, donc on ne va pas parler à des Français. Et donc, pour pouvoir parler aux gens, il fallait bien qu'on se présente, non pas comme des Français, mais des opposants aux politiques dont ils avaient subi les conséquences. Voilà. Et là, je crois que c'est très important. C'est pourquoi j'ai abordé tout à l'heure cette question, cette formule de Max Weber de la neutralité axiologique. Même pour Weber lui-même, ça ne peut même pas exister. Donc, il le présentait comme une espèce de fiction. Et nous savons tous que c'est une fiction. Nous ne sommes pas neutres parce que d'abord, nous venons tous de quelque part. Nous avons tous reçu une formation spécifique. Nous sommes tous issus d'un milieu spécifique. Ensuite, la question va être de savoir comment on peut entrer en interaction avec d'autres, justement en ne les réduisant pas à l'altérité et en reconnaissant pourtant leurs différences. Donc, mais du coup, je te laisse la parole par rapport à cette question, par rapport à la rencontre avec les gens, parce que toi, tu l'as expérimenté aussi en photo. Oui, bien sûr. La rencontre et la collaboration avec des gens sur le terrain.
pour moi, il y a des collaborations à plusieurs niveaux, y compris quand on fait une exposition. On souhaite interpeller le public, non pas sur ses émotions, mais dans son intelligence. Et je pense que quand on travaille avec les gens qu'on peut être amené à photographier, c'est la même chose. C'est un processus de collaboration et de compréhension de ce qui peut se passer entre nous. Moi, j'ai beaucoup photographié les gens et je me suis toujours dit non portraitiste parce que je trouvais plus intéressant de développer un travail avec ces gens, non pas dans cette relation du photographe à son modèle et réciproquement, qui est quand même une relation très, très autocentrée tout le temps, mais justement en développant des manières de les montrer ou de ne pas les montrer d'ailleurs, qui échappent à cette prise de pouvoir malgré tout sur eux. Par exemple, en Pologne, on savait, et ça a été confirmé, que les gens ne voulaient absolument pas être photographiés parce que c'était juste trop dangereux pour eux. Voilà, c'était des Tchétchènes qui s'étaient échappés de Tchétchénie, qui étaient pourchassés en Pologne souvent par les services secrets russes. S'ils se retrouvaient dans un ordinateur à visage découvert, etc., etc., on voit bien les problèmes que ça pose. Donc ce travail de collaboration, il est indispensable parce que sinon, on fait tout le temps entrer les gens dans une double problématique qui est d'abord celle, comme artiste, d'avoir un objet de travail à montrer, donc qui représente les gens, qui a une forme plastique, esthétique, qui nous satisfait, mais qui peut aussi, contradictoirement, faire entrer les gens dans ce qu'Alan Sekula appelait un régime policier. N'importe qui, si j'avais photographié cette Tchétchène, pouvait facilement venir visiter mon ordinateur et repérer qui étaient ces gens, où est-ce qu'ils se trouvaient à tel moment, etc., etc., etc. Et pour être encore plus simple, puisqu'on a aussi travaillé à Calais tous les deux, tout le monde sait qu'il y a des caméras à reconnaissance faciale à la gare du Nord à Paris et qu'on piste les clandestins et les migrants de cette manière-là automatiquement. Ou encore, pour nous être retrouvés dans une table ronde avec le directeur de Migre Europe, il dit très bien, mais après avoir déposé leurs empreintes, on les assigne à déposer leur visage, et c'est du même ordre. Donc ça pose énormément de problèmes avec les gens, et donc un vrai travail de collaboration est indispensable, ne serait-ce que pour cette question-là, mais il se pose bien sûr à des tas d'autres niveaux en permanence. Et ce dont il faut être sûr, c'est que bien sûr, comme l'a dit Christiane, on n'est pas des journalistes et donc on n'arrive pas avec un texte déjà écrit. On arrive avec rien. C'est pour ça que j'ai parlé d'Istanbul. Je ne voulais pas y aller et je n'en savais rien, sauf ce qu'on avait vaguement entendu dans les médias. Et encore, on n'a pas la télé à la maison, donc ça réduisait beaucoup les choses. Donc voilà, ce qu'on a fait est issu de ce que les gens ont pu nous dire aussi. Or, on sait très bien que tout ce qui nous est dit dans ces processus de collaboration, et je trouve que c'est l'intérêt de la question documentaire, c'est que c'est toujours parcellaire, fragmentaire, et que tout voile, toute chose dévoilée implique la construction d'une part d'ombre en même temps. J'ai travaillé récemment, et d'ailleurs on travaille avec elle, avec l'anthropologue Shora Makaremi, que j'ai fait intervenir à Dijon, et elle disait ça d'une manière très très juste. Dès qu'on met quelque chose à jour, il faut être conscient qu'on construit aussi quelque chose qui tombe dans l'ombre en même temps. Voilà, donc engager un processus de collaboration, c'est aussi s'engager sur ça, construire des choses qui sont discontinues, parcellaires, qui fabriquent aussi bien de la lumière que de l'ombre, et qui n'ont jamais la prétention de donner l'idée d'une situation générale, parce que ça, pour nous, ça n'a aucun sens.